On connaît tous cette petite voix, celle qui, en ce moment même, est peut-être en train de commenter le fait qu'on commence cette écoute. Ah ouais, la fameuse voix. Voilà, cette voix incessante dans la tête, qui juge l'instant présent, qui se plaint d'une conversation un peu maladroite qu'on a eue hier, ou qui angoisse pour une échéance de demain. En fait, c'est un peu comme cohabiter avec un colocataire super anxieux, cynique et super bavard. Un colocateur qu'on peut absolument jamais expulser en plus. Exactement. Et le truc le plus tragique dans cette colocation forcée, c'est qu'on finit par croire que cette voix, c'est nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée. Je suis ravie de vous embarquer aujourd'hui dans une exploration fascinante. On va parler de la possibilité de se libérer de cet esclavage mental. Et c'est pas juste un concept abstrait, hein. Le but, c'est de voir comment retrouver une paix profonde, comme un état naturel, sans avoir besoin d'être un moine zen. Je suis ravi d'être là pour décortiquer ça avec toi. D'accord, alors décortiquons tout ça. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment arrêter d'être la victime de ses propres pensées. Et si on regarde l'histoire de notre civilisation, on voit que toute notre société a été bâtie sur cette espèce de fusion totale entre notre identité et notre intellect. Ouais, l'outil est littéralement devenu le maître. L'intellect, à la base, c'est juste une capacité d'analyse. C'est un outil extraordinaire, disons comme un marteau hyper bien conçu. Sauf que là, c'est le marteau qui contrôle le charpentier, hein. C'est tout à fait ça. Le charpentier a complètement oublié qui il était avant de prendre cet outil en main. Il se prend pour le marteau. Et le pire, c'est que cette confusion, elle a été glorifiée philosophiquement. Tu penses à Descartes, j'imagine, hein. Bah oui, l'exemple classique. René Descartes avec sa fameuse phrase « Je pense donc je suis ». C'est vraiment le pilier de toute la pensée occidentale. C'est clair, on a érigé ça en vérité absolue. Comme si le simple fait d'exister découlait de notre capacité à produire des pensées. Sauf que ce qui est fascinant ici, c'est que l'ouvrage au cœur de notre exploration prend cette citation exacte et il la retourne, mais alors complètement. L'auteur ne voit pas la phrase de Descartes comme une illumination. Pour lui, c'est l'erreur fondamentale de l'humanité. Attends, l'erreur fondamentale, rien que ça. Ouais, parce que assimiler l'être à la pensée, ça crée une illusion dévastatrice. Ça crée l'ego, ce faux moi, ce mirage identitaire. Il est fabriqué de toutes pièces par notre identification compulsive à notre propre bavardage. Et tant qu'on croit être ce penseur, on est dans une prison mentale. Une prison dont on ne voit même pas les barreaux, en fait. Exactement. Et le parcours de l'auteur pour comprendre ça, c'est pas du tout une théorie pondue dans un bureau confortable. Ah non, pas du tout. C'est né d'un effondrement total. C'est fou, cette anecdote de son 29e anniversaire, non? Oui, il vivait dans une angoisse chronique, presque une dépression suicidaire. Et une nuit, la douleur est tellement insoutenable qu'il y a une phrase qui tourne en boucle dans sa tête. La phrase c'était « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Et c'est là qu'il y a eu un bug dans le système. Voilà, le court-circuit. La logique de cette pensée le frappe d'un coup. Il se dit que si « je » ne peux plus vivre avec moi-même, mathématiquement, ça implique qu'il y a deux entités, le sujet et l'objet. Et que l'un des deux est forcément une arnaque, une construction fictive. C'est le point de bascule. La structure de l'ego repose sur cette dualité factice. Quand il a vu que cette équation était impossible, son identification au mental s'est juste effondrée. C'est incroyable. C'est un peu comme réaliser qu'on regarde un film d'horreur hyper immersif. Tu vois, pendant 2 heures, le cœur bat à 100 à l'heure, les muscles sont tendus, on a vraiment peur parce qu'on a complètement oublié qu'on est assis dans un cinéma. On est absorbé par l'écran. Ouais, et la révélation de l'auteur, c'est l'instant précis où les lumières de la salle s'allument. Le film d'horreur, donc ses pensées angoissantes, continuent de tourner sur l'écran, mais il prend conscience qu'il est juste assis dans le fauteuil à regarder. La peur s'évapore instantanément parce que l'illusion est brisée. La métaphore du cinéma est parfaite. L'observateur se détache de l'objet observé. Le lendemain de cette crise, l'auteur décrit un réveil dans un monde d'une tranquillité absolue. Le filtre du mental avait disparu. Mais du coup, ça pose un problème majeur pour nous autres, les mortels. Quel problème, Evelyne? Eh bien, si cet ego, ce faux moi, n'est qu'une illusion, pourquoi il a l'air si costaud? Pourquoi il domine notre quotidien avec autant de violence? Ah, ça c'est une question de nutrition. L'ego a un régime alimentaire très spécifique pour survivre. Sa nourriture de base, c'est le temps psychologique. Le temps psychologique, c'est-à-dire l'obsession de l'humain pour ce qui est déjà fini et ce qui n'est pas encore arrivé. Ouais, c'est la mécanique même de l'illusion. L'ego s'accroche comme un fou au passé. Parce que honnêtement, sans nos triomphes, nos traumas, nos histoires de famille ou nos échecs, qui on serait? C'est vrai, le passé nous donne une identité préfabriquée, un scénario auquel se raccrocher.
Et en parallèle, l'ego se jette frénétiquement vers le futur pour y chercher une sorte de salut. Il se raconte une belle histoire, genre « un jour, quand j'aurai cette promo, quand je trouverai l'amour, quand je serai en vacances à la plage, là, je serai enfin en paix ». Donc le moment présent est juste vu comme un truc chiant à traverser. Un obstacle pour arriver à un futur parfait, qui, spoiler alerte, n'arrive jamais. Exactement. Et il y a une allégorie dans le texte qui illustre ça de façon assez bouleversante. C'est l'histoire de ce mendiant. Ah oui, le mendiant assis sur sa caisse, vas-y, raconte-la. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Un mendiant est assis sur le bord d'un chemin depuis 30 ans. Un jour, un étranger passe et le mendiant tend sa casquette par réflexe pour demander des pièces. Et l'étranger lui dit qu'il n'a rien à lui donner. Ouais, mais il lui demande « C'est quoi cette vieille caisse sur laquelle vous êtes assis ?» Le mendiant répond qu'il n'en sait rien, que c'est juste un bout de bois sous lui depuis des années. L'étranger insiste pour qu'il regarde dedans. Et il force le couvercle. Et là, il découvre que la caisse sur laquelle il est assis depuis 30 ans est remplie d'or. C'est fou. C'est la tragédie humaine en une image. On passe notre temps à mendier de l'approbation, de la sécurité ou du bonheur à l'extérieur, alors que la richesse totale de l'être est déjà là, juste sous nous, dans le présent. Et refuser d'ouvrir cette caisse, cette fuite permanente loin du présent, ça laisse des traces. Ça crée des résidus toxiques en nous. Chaque fois qu'une émotion négative n'est pas pleinement vécue, elle s'accumule. Ces résidus finissent par former ce que l'auteur appelle le corps de souffrance. Alors là, il faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus, parce que le corps de souffrance, ça explique tellement de comportements complètement irrationnels. En fait, pourquoi on voudrait consciemment garder de la douleur en nous? Évolutivement parlant, c'est absurde. C'est vrai que ça paraît contre-productif, mais le corps de souffrance, il fonctionne comme une petite entité autonome, une boule d'énergie négative logée en nous. Et comme toute entité, son but, c'est de survivre. Et pour survivre, il a besoin de manger. Et il se nourrit d'énergie qui vibre à la même fréquence que lui. Des drames, de la tristesse, des rancunes, des explosions de colère. Si quelqu'un s'est défini pendant 20 ans comme une victime, abandonner cette douleur, c'est tuer une partie de son identité. L'ego préfère largement une misère qu'il connaît à un vide qu'il ne connaît pas. C'est terrible. Donc ce corps de souffrance hiberne, et il se réveille de temps en temps pour prendre sa dose. Exactement. Une petite remarque vexante, un regard de travers dans la rue, et paf, il prend le contrôle. Notre propre cerveau est pris en otage et se met à produire des pensées hyper agressives ou déprimantes juste pour nourrir la bête. On l'a tous vécu ça. L'embrouille tiéquique sur une tasse à café mal lavée qui finit en drame larmoyant sur les 10 dernières années de la relation. Oui, la tasse n'a rien à voir là-dedans. C'est le corps de souffrance qui cherchait juste un prétexte. D'accord, mais il faut qu'on confronte un peu cette philo à la vraie vie. C'est sympa de dire que le temps est une illusion de l'ego, mais la semaine prochaine, il y a des factures à payer, des impôts à déclarer. Le futur existe, concrètement. Comment on gère ça sans devenir un marginal incapable de fonctionner en société? Ah mais c'est une distinction cruciale pour pas tomber dans le déni. L'auteur sépare très clairement le temps horloge du temps psychologique. Ok, c'est quoi la différence? L'organisation, on prend un rendez-vous, on calcule son budget pour le loyer, on anticipe un problème et on agit. Et une fois que c'est planifié, on revient au moment présent. Le vrai problème, la maladie mentale collective, c'est le temps psychologique. C'est le moment où planifier se transforme en rumination, en fait. Voilà, c'est quand on s'identifie à cette situation future. Payer un loyer le mois prochain, c'est un fait du temps horloge. Mais être couché à 3 heures du mat', le cœur qui palpite, en s'imaginant à la rue, en ressassant les mauvais choix de carrière d'il y a 5 ans, ça, c'est le temps psychologique. Et biologiquement, le corps ne fait même pas la différence entre une vraie menace, genre un ours dans la chambre, et une menace projetée mentalement, non? Exactement. Le système nerveux balance la même dose d'hormones de stress. Donc, le problème, c'est pas la tâche à faire, c'est la perte de l'ancrage dans le présent qui génère l'angoisse. Bon, le diagnostic est posé et il est limpide. Mais comment on sort de là? Parce qu'on ne peut pas juste appuyer sur un bouton off dans notre cerveau pour arrêter de penser. Quel est le passage secret pour faire taire cette rumination et enfin ouvrir la caisse remplie d'or? Le passage secret, c'est de déplacer son attention, de passer de la pensée à l'observation et aux sensations physiques. Il faut créer un blanc, une pause volontaire dans le flux des pensées. Donc, ne pas essayer d'arrêter de penser en se forçant. Non, ça créerait juste un conflit de plus. La première étape, c'est de devenir le témoin de ses pensées, les observer sans les juger. Si tu observes une pensée froidement, elle perd direct son pouvoir. Et le deuxième outil, c'est l'ancrage corporel profond, dans des trucs tout simples. Ouais,
Les exemples dans le livre sont super concrets. Des gestes qu'on fait tous les jours comme des zombies. Genre se laver les mains, mais en y accordant 100% de son attention. Sentir l'eau sur la peau, la température, l'odeur du savon, le bruit de l'eau. Ou même juste monter un escalier. C'est ça. Au lieu de voir l'escalier comme un truc chiant à franchir avant d'arriver au boulot, tu ressens le poids de ton corps sur chaque marche, tes muscles qui bossent, ton souffle. C'est transformer un geste automatique en un acte de présence radicale. Et les effets de cette présence, ça dépasse largement la psychologie. L'auteur parle de reconnexion avec le corps subtil, le champ énergétique intérieur. Bon, faisons une petite pause ici. C'est le moment de jouer un peu les sceptiques. Parce que dès qu'on sort des mots comme champ énergétique ou vibration, on risque de basculer dans le mysticisme New Age. Et ça peut faire fuir les plus cartésiens. En quoi prêter attention à un escalier change quoi que ce soit à notre corps physiquement? En fait, l'explication biologique est passionnante et très documentée. Quand on est coincé dans le temps psychologique avec toutes nos angoisses, on active le système nerveux sympathique en permanence. C'est le mode survie, la lutte ou la fuite. Donc on est bourré de cortisol et d'adrénaline. Voilà. Et à la longue, ça détruit le système immunitaire, ça crée de l'inflammation, ça fait vieillir les cellules. Toute notre énergie vitale est pompée pour gérer un tigre fantôme. Mais quand on s'ancre dans le corps, avec cette attention pure dont on parlait, on force le passage vers le système nerveux parasympathique. Le mode repos et digestion. C'est ça. Le rythme cardiaque baisse, la tension chute, les cellules se réparent. Donc quand on parle de ramener l'énergie dans le corps subtil, c'est concrètement faire passer notre corps d'un état d'épuisement à un état de régénération optimale. C'est fascinant de voir que la philosophie de l'instant présent est validée par la neurologie pure. La présence devient une vraie armure biologique. Mais poussons un peu le bouchon plus loin. Il y a un concept hyper épineux là-dedans. C'est le fameux lâcher-prise. L'acceptation de ce qui est. Bon, ressentir le soleil en buvant un thé, c'est facile à accepter. Mais face à une tragédie, une maladie, des injustices, C'est souvent là que ça coince. bah oui, parce que si on traduit lâcher-prise par résignation, on a un gros problème. Si nos ancêtres avaient juste accepté d'avoir froid dans des grottes sans chercher à faire du feu parce que le froid est la réalité du moment présent, on n'aurait jamais évolué. La création, la justice, tout ça vient de notre refus du moment présent, non? Si on relie cela à la vue d'ensemble, c'est vraiment l'incompréhension majeure de cette approche. Le lâcher-prise, c'est pas du fatalisme ou de la passivité. La clé, c'est la différence entre la situation de vie globale et le micro-instant présent. C'est-à-dire? Le lâcher-prise, c'est simplement capituler émotionnellement face à ce qui est déjà là, à la milliseconde près. Lutter intérieurement contre un fait accompli, c'est comme hurler sur des nuages parce qu'il pleut. La pluie s'en fout et toi, tu t'épuises. Prenons une image concrète pour bien piger. Imaginons qu'on marche et qu'on s'enfonce dans la boue jusqu'aux genoux. La mauvaise définition du lâcher-prise, ça serait de dire « Ah, l'univers a voulu que je sois dans la boue, j'accepte la boue, je bouge plus ». C'est complètement absurde. Totalement absurde. L'approche de l'éveil, c'est complètement l'inverse. Accepter l'instant, c'est d'abord constater, sans colère ni drame, que la boue est là. On perd pas une seconde d'énergie mentale à maudire ses chaussures ou le destin. Et depuis cet espace de lucidité froide, on décide de l'action pour s'en sortir. Et ça change tout. Une action qui part de la colère ou de la panique, elle est souvent foireuse et elle crée d'autres problèmes. C'est de l'énergie toxique, mais l'action qui vient de l'acceptation totale, elle est pure, créative et efficace. On accepte la réalité de l'instant, puis on agit. C'est brillant. Et d'ailleurs, voyons ce qui se passe quand on applique cette grille de lecture radicale au domaine où nos égos sont les pires, les relations amoureuses. Oh là là, le gros dossier. Ouais. On baigne dans une culture qui nous vend un mythe toxique. Ce mythe qui dit qu'on est des demi-portions, des êtres incomplets qui errent en attendant de trouver la bonne personne pour guérir nos failles et nous rendre entiers. On demande carrément à l'autre de nous sauver de nous-mêmes. Et c'est la recette parfaite pour un crash. L'ego est programmé pour se sentir toujours en manque. Au début d'une relation, l'autre masque se vide. C'est l'euphorie, les hormones, l'ego se dit « bingo, j'ai trouvé le salut ». Mais le masque finit toujours par tomber. Évidemment. Tôt ou tard, le partenaire sort du script idéal. Et là, le vide intérieur ressurgit, et devine qui l'accompagne. Le fameux corps de souffrance. Exactement. L'amour se transforme en reproche, en contrôle, en ressentiment. Le partenaire qui était le sauveur devient l'ennemi numéro 1. C'est le glissement typique de la passion à la toxicité, où deux corps de souffrance se rentrent dedans et se nourrissent de leurs drames respectifs.
C'est pour ça que l'auteur explose cette vision romantique. Le but d'une relation, c'est pas de nous rendre heureux superficiellement et surtout pas de servir de béquille à notre ego. Ah bon? C'est quoi alors? Sa vraie fonction, c'est de nous rendre conscients. Un partenaire, c'est un miroir grossissant impitoyable. Il va appuyer exactement sur nos blessures inconscientes, nos peurs d'abandon. Donc, le vrai travail, c'est d'arrêter de frapper le miroir parce qu'on n'aime pas le reflet. Quand un conflit éclate, au lieu d'accuser l'autre, on s'en sert comme d'une alarme pour s'observer soi-même. On accueille l'autre tel qu'il est, sans vouloir le forcer à rentrer dans notre petit moule. C'est ça l'amour sans opposé. Dès qu'on arrête de juger, l'ego n'a plus d'oxygène. En refusant de réagir depuis notre corps de souffrance face à l'autre, on détruit la dépendance. C'est le seul moyen de vivre un amour qui n'est pas mortel. C'est un bouleversement total de la manière de voir les couples. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final, hein? Parce que quand on prend du recul, on sent une urgence qui va bien plus loin que notre simple développement personnel. Cette idée de se libérer du mental, c'est pas juste un truc sympa pour se détendre le week-end. Non, c'est une question de survie globale. Notre intellect, complètement déconnecté de la conscience, est en train de détruire la planète. L'ego collectif, avec son besoin viscéral d'avoir raison, de dominer, de créer des frontières et des dogmes, c'est la racine de tous les conflits et du massacre écologique. C'est soit on s'éveille, soit on finit écrasé par nos propres constructions mentales. Le salut du macrocosme passe par cette petite transformation individuelle. Là, maintenant. C'est la prochaine étape obligatoire de l'évolution humaine, en fait. Ça laisse vraiment réfléchir? Et ça soulève une ultime question un peu provocante que je voudrais partager pour clore notre exploration. Si un jour, on atteint tous cet état de grâce absolue, si on n'a plus aucune souffrance parce qu'on accepte chaque seconde sans résistance, et qu'on est parfaitement comblé juste en regardant un arbre sur un banc, Ouais, je vois où tu veux en venir. que devient l'ambition humaine? Les grandes symphonies, les fusées pour explorer l'espace, la médecine, tout ça, c'est pas né justement de notre insatisfaction et notre manque intérieur. Si ce vide disparaît complètement, est-ce qu'on continuera à créer par pure joie ou est-ce que l'humanité va juste s'immobiliser dans une paix parfaite et silencieuse? Ah, ça c'est une sacrée question à laisser infuser. C'est clair, hein? Je laisse tout le monde méditer là-dessus. D'ici là, restons terre à terre. La prochaine fois que l'on se retrouve bloqué dans une file d'attente qui n'avance pas ou dans les bouchons, au lieu de s'énerver, voyons ça comme une invitation secrète de l'univers, une occasion de juste habiter son corps et d'écouter le silence derrière le bruit de nos pensées. J'adore. Le miracle d'être simplement en vie. Absolument! Merci à tous d'avoir plongé avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle exploration.